Salut mes chers abonnés, il y a des histoires qui glacent le sang. Derrière les sourires, derrière l'image parfaite d'un couple qui semblait marcher vers le bonheur, se cachait une vérité terrifiante. Une femme, jeune, pleine de vie, prête à devenir mère. Une nuit ordinaire qui s'est transformée en cauchemar irréversible. Mais ce qui choque encore plus, ce ne sont pas seulement les circonstances de sa mort, c'est ce qui a été découvert après. Des secrets dissimulés, des traces effacées, une vérité longtemps étouffée avant d'exploser au grand jour. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre est l'histoire d'un drame conjugal qui a pris une tournure sanglante et inimaginable. Nous sommes le 19 janvier 2015. La nuit est tombée sur Syracuse, cette ville sicilienne au charme tranquille. Mais derrière les murs d'une maison, le calme s'est brisé d'un coup. Le centre opérationnel des urgences a reçu un appel. Un homme, la voix tendue, explique que sa femme est inconsciente. Cette femme, c'est Elijah Ardita, 35 ans, enceinte de 8 mois. Une future maman qui aurait dû être à l'aube du plus beau moment de sa vie. L'homme au bout du fil, Christian Leonardi, 43 ans, son mari, celui qui affirme que sa femme ne respire plus. Et là, détail troublant, il dit ne rien savoir faire. Pas de geste de secours, pas d'indication médicale, rien. Silence, à part cette panique qui transparaît. Aussitôt, une ambulance est dépêchée. Les secouristes foncent dans la nuit, et parmi eux, une médecin, Patricia, qui n'est pas une inconnue. Non, c'est une collègue d'Elijah. Autant dire que ce soir-là, la mission a pris un goût encore plus personnel, presque intime. Les deux femmes travaillaient dans le même établissement médical. À 23h31, Patricia est arrivée dans la chambre où, selon Christian, se trouvait son épouse. Les secouristes ont trouvé la femme inconsciente sur le lit et l'ont posée au sol pour tenter une réanimation. Patricia a essayé de pratiquer un massage cardiaque afin de rétablir le rythme. La situation a été critique. La femme enceinte n'a réagi à rien. À ce moment-là, ils se sont battus non seulement pour sa vie, mais aussi pour celle de sa fille à naître, la petite Julia. Les minutes ont passé, mais malgré tous les efforts des ambulanciers, le cœur d'Elijah n'a pas recommencé à battre. Son mari a eu le temps d'appeler les proches de son épouse. Ils ont été tellement bouleversés que le père de la victime a couru pieds nus hors de sa maison. Comme ils vivaient à proximité, ils sont arrivés à l'appartement en quelques minutes à peine. Les proches d'Elijah ont trouvé les secouristes en train de lutter pour sauver la femme, mais sans succès. Quand les parents d'Elijah sont entrés dans la chambre, Patricia a murmuré que la femme semblait être morte. Il a été décidé de la placer sur une civière et de la transporter vers le service des urgences le plus proche. Il s'agissait de l'hôpital où travaillaient Patricia et Elijah. Même si la femme a été déclarée morte, l'enfant pouvait encore être sauvé. En urgence, une salle d'opération a été préparée pour procéder à une césarienne et extraire le fœtus. Les proches de la défunte se sont aussi rendus à l'hôpital et ont attendu des nouvelles dans le couloir. Christian, lui, a été le seul à ne pas s'y rendre. À toutes les questions, il a répondu qu'il arriverait plus tard, car il devait d'abord remettre de l'ordre dans l'appartement. Au moment où le bébé a été extrait du corps de sa mère par césarienne, il était déjà trop tard. La petite est également décédée. Elle avait souffert d'un manque d'oxygène beaucoup trop long. Environ une demi-heure plus tard, Christian est arrivé à l'hôpital. On lui a immédiatement annoncé que son épouse et sa fille n'avaient pas survécu. On s'attendait à ce que ce soit pour lui une nouvelle insupportable, qu'il se mette à pleurer ou au moins à montrer une forme de détresse. Mais il a réagi avec un calme glacial. Cela a semblé encore plus étrange que son envie de rester dans l'appartement pour faire le ménage. La famille d'Elijah a aussitôt remarqué que c'était avec ce même ton détaché et indifférent qu'il leur avait téléphoné plus tôt pour leur dire qu'elle était inconsciente. Plus tard, l'opérateur du service d'urgence a confirmé ce style de narration froid et distant. Pour l'instant, ce n'était pas l'élément central de l'affaire. Les experts se sont concentrés sur la cause de l'arrêt cardiaque de cette jeune femme enceinte. Après un examen attentif du corps d'Elijah, ils ont découvert un anévrisme à la base du cou et un peu plus haut, vers la nuque, de multiples ecchymoses, ainsi qu'un large hématome violacé. C'est à ce moment-là qu'ils ont aussi commencé à s'interroger sur son étrange tenue vestimentaire. En plus du pyjama qu'Elijah avait enfilé avant de se coucher,
Elle portait par-dessus un pull à col roulé. Ce détail a semblé étrange, car personne ne met ce genre de vêtements pour dormir. Christian a ensuite insisté pour que le corps de sa femme et celui de sa fille soient rapidement incinérés. Selon lui, une cérémonie funéraire classique n'aurait pas été appropriée, car leur corps était trop abîmé. Mais sa demande a été refusée, car une enquête était en cours. Immédiatement après le décès de la jeune femme, les forces de l'ordre sont arrivées à l'hôpital. Après avoir analysé la situation, les détectives ont ouvert une enquête. Pourtant, dans un premier temps, ce sont les médecins qui ont été considérés comme responsables de la mort d'Elijah et de sa fille à naître. On a tenté d'incriminer Patricia, qui était intervenue dans l'appartement et aurait mal prodigué les premiers secours. On a aussi cherché à mettre en cause la médecin qui avait pratiqué la césarienne à la clinique. Sans surprise, la mort d'une femme enceinte de 8 mois a rapidement fait la une des journaux de Syracuse. Les gros titres accusaient les médecins de négligence et d'incompétence. Christian, de son côté, a soutenu avec empressement cette version. Il a même déposé une plainte, affirmant que les secouristes n'avaient pas entrepris toutes les actions nécessaires pour sauver sa femme et sa fille. Les enquêteurs se sont immédiatement concentrés sur la collecte d'informations. Ils ont demandé les dossiers et documents médicaux afin de déterminer s'il y avait eu des retards ou des signes d'incompétence de la part du personnel soignant. Christian a déclaré qu'il avait passé 3 appels au service d'urgence après que sa femme avait commencé à se sentir mal. Pourtant, il a précisé qu'on ne lui avait répondu qu'au dernier. À cause de cela, trop de temps précieux avait été perdu. Pendant que les enquêteurs examinaient la situation, une cérémonie funéraire a été organisée. Des centaines de personnes compatissantes y ont assisté, cherchant à comprendre ce qui était arrivé à la jeune femme et à son enfant à naître. Tout le monde a vécu cette tragédie avec une profonde douleur, sauf Christian Leonardi qui est apparu indifférent. À tous, il a expliqué qu'il n'avait simplement plus la force de pleurer. Mais en réalité, personne ne l'a jamais vu verser une larme pour la perte de son épouse bien-aimée et de sa fille. La version qui accusait les médecins de négligence restait encore dominante. Pourtant, un des détectives a décidé de porter une attention particulière au mari de la victime, car son attitude lui avait inspiré des soupçons. L'enquêteur a commencé par se plonger dans l'histoire de leur relation. Elijah et Christian s'étaient rencontrés à Syracuse dès leurs jeunes années, mais ils étaient longtemps restés de simples connaissances et camarades. Tous deux se connaissaient depuis l'enfance, car leurs familles, les Ardita et les Leonardi, étaient voisines et amies. Quand ils ont décidé de commencer à sortir ensemble à l'âge adulte, Elijah a immédiatement présenté Christian comme l'unique amour de sa vie. Pour elle, ce n'était pas vraiment étonnant. Elijah s'était toujours investi corps et âme dans tout ce qui l'attirait. Bien que 8 longues années se soient écoulées avant leur fiançailles, les parents des 2 jeunes gens leur ont très vite donné leur bénédiction. Christian a été décrit comme un garçon respectable, très fiable et calme, avec de bonnes manières. Sa famille travaillait dans l'agriculture et le jeune homme y participait constamment, ce qui le faisait paraître travailleur et responsable. Elijah, de son côté, était tournée vers la famille. Elle préférait passer du temps à la maison avec ses proches et elle gérait sans difficulté les tâches du quotidien. Cependant, tout n'a pas été aussi idyllique qu'il y paraissait. Peu de temps après les fiançailles, la jeune femme a commencé à soupçonner que Christian n'était peut-être pas un si bon choix. Elle s'est mise à se plaindre auprès de ses proches et de ses amis, affirmant qu'il était assez paresseux. Sa situation professionnelle a été instable et son caractère plutôt colérique. L'homme n'a pas tardé à montrer son côté sombre, un dimanche, lorsque les familles Ardita et Leonardi ont organisé une rencontre commune. Ce jour-là, ils se sont rassemblés dans une propriété à la campagne. Des dizaines de personnes étaient présentes. Oncles, tantes, cousins et cousines. Tous ont bu, joué à des jeux de société et discuté. Christian a rejoint l'une de ces parties, car il voulait éviter une conversation insistante avec la sœur d'Elijah, Louisa. Ce jour-là, elle avait trop bu et elle a commencé à lui reprocher avec insistance ses problèmes de travail. Soudain, en plein milieu du jeu, il a saisi une hache et il a tenté de la frapper. Tout le monde a été pris de panique et a essayé de calmer l'homme. Plus tard, Christian a justifié son geste en expliquant que la sœur d'Elijah avait trop cherché à le blesser avec ses mots. Selon lui, il n'avait pas su contrôler son tempérament, surtout après avoir consommé de l'alcool. Jusque-là, personne n'avait jamais vu Christian réagir de cette façon,
même quand les plaisanteries étaient de mauvais goût. Après ce dimanche, la famille a pris à part Elijah pour lui parler. Sa mère a insisté en disant que Christian n'était absolument pas l'homme avec qui fonder une relation stable et bâtir une famille. Cependant, la jeune femme a estimé que tout cela n'avait été qu'un malheureux hasard. Selon elle, sa sœur Louisa avait tout simplement exagéré ce jour-là. Il est vrai qu'à cette époque, Christian traversait de sérieuses difficultés professionnelles. Il était très affecté par ses échecs. Il venait tout juste de terminer une semaine de travail éprouvante et au lieu de pouvoir se reposer, il avait subi des reproches. Quand sa belle-sœur l'avait traité à plusieurs reprises de « raté », cela avait été trop pour lui. Elijah, elle, a continué à soutenir son compagnon, mais le reste de la famille est resté préoccupé par son comportement. Quelques mois après leur mariage, la vie a repris son cours. Durant cette période, la jeune femme suivait des études pour devenir infirmière. Elle avait consacré de longues années à obtenir sa formation médicale. Chaque jour, Elijah se levait à 5 heures du matin pour aller travailler avant ses cours. Elle aidait son oncle, qui possédait une société de nettoyage, en s'occupant de l'entretien des bureaux. Ce travail lui a permis de payer ses études et de garder un peu d'argent pour ses dépenses personnelles. Elijah a toujours été une femme pleine d'énergie, qui ne reculait devant aucune difficulté. Elle a toujours été en mouvement, menant une vie à un rythme rapide, et elle n'a jamais abandonné face aux obstacles. Cependant, dès que sa relation avec Christian a commencé, les choses ont changé. On avait l'impression qu'il cherchait à lui mettre des bâtons dans les roues. Un jour, Elijah devait se rendre dans une autre ville pour présenter un mémoire de cours. C'était une étape importante pour l'obtention de son diplôme. Mais son mari s'y est opposé. Le voyage signifiait qu'elle serait absente une journée entière et qu'elle passerait la nuit avec ses camarades de classe. Cela a suscité sa jalousie. Malgré son mécontentement, elle est partie et elle a présenté son travail. Ce soir-là, elle a passé la nuit à discuter avec ses amis et elle leur a confié ses inquiétudes. Peut-être que Christian n'était pas le meilleur choix pour elle. Pourtant, elle est restée déterminée à arranger les choses. Elle a pensé qu'après la fin de ses études, elle aurait plus de temps à consacrer à leur couple et que tout pourrait s'améliorer. Après avoir obtenu son diplôme et après le mariage, Elijah a pensé qu'elle allait enfin pouvoir se concentrer sur la vie de famille. Elle a sincèrement cru que son désir d'obtenir un diplôme universitaire avait pu nuire à leur relation. La jeune femme a continué de croire en Christian et a espéré qu'il deviendrait un bon mari et un bon père pour leurs futurs enfants. Malgré tous ces efforts, les proches du couple se sont de plus en plus convaincus que Christian n'était pas le bon choix. Peu à peu, Elijah elle-même a commencé à soupçonner que le problème ne venait pas d'elle. Son mari s'est révélé paresseux, contrairement à elle qui était énergique et active. Il paraissait incapable de s'en sortir. Même lorsque cette réalité est devenue évidente, Elijah a décidé de ne pas s'y attarder et elle a continué à travailler avec acharnement et à construire sa carrière. Rapidement, elle a trouvé un poste d'infirmière, mais elle a ensuite été victime d'un licenciement collectif et s'est retrouvée de nouveau sans emploi. À ce moment-là, la jeune famille traversait une crise financière importante. Christian, lui non plus, ne travaillait pas. Il vivait grâce aux allocations et à quelques rares petits boulots. C'est finalement sa femme qui a été la première à sortir de ce cercle vicieux. Elle a obtenu un poste dans un hôpital de Syracuse. Au lieu de soutenir son épouse, sur les frêles épaules de laquelle reposait désormais tout le budget familial, Christian éprouvait de la jalousie et de la colère. Il était évident pour tout le monde qu'il avait du mal à accepter les succès professionnels de sa femme, alors que lui-même restait instable et incapable de garder un emploi plus de quelques mois. Il ressentait, de manière prévisible, une profonde déception envers lui-même. Quelques mois après leur mariage civil, l'homme a fini par trouver un poste de vigile. C'était une solution de nécessité, juste pour avoir un minimum de revenus. Mais il a dû affronter une nouvelle frustration, car il n'aimait pas ce travail. Elijah, au contraire, s'est imposée dans la clinique. Elle a gagné l'estime de sa hiérarchie et elle a considéré que ce poste pouvait représenter un bon tremplin pour sa carrière. Une fois la situation financière stabilisée, elle a commencé à penser qu'il était peut-être temps d'avoir un enfant. Elle croyait que cela pourrait renforcer leur mariage et pousser Christian à devenir plus fiable et plus responsable. Environ 1 an après leur union,
Éligia a appris qu'elle était enceinte, et il a semblé que Christian avait été tout aussi enthousiaste face à cette nouvelle. Durant cette période, Christian a de nouveau quitté son emploi. Il a recommencé à toucher les allocations chômage et, de temps à autre, il aidait l'oncle d'Éligia, Agathina, qui possédait une entreprise de nettoyage. Parfois, cet oncle trouvait du travail pour Christian, mais tout s'est systématiquement mal terminé. Après quelques mois, il quittait chaque nouveau poste, le plus souvent à la suite de conflits. Peu à peu, Agathina a compris que le problème venait de Christian lui-même. Il attribuait cela à sa paresse et à son mauvais caractère. Des tensions ont alors commencé à apparaître aussi entre eux. Christian s'est éloigné, ce qui a profondément attristé Éligia. L'oncle, de son côté, ne voulait plus investir son temps dans quelqu'un qu'il considérait comme incompétent. À cause de cela, la participation de Christian à la gestion financière du couple et de la maison a diminué encore davantage. Son épouse, elle, assumait parfaitement toutes les responsabilités. En réalité, c'est elle qui portait toute la charge du foyer et qui faisait vivre la famille. Déjà à cette époque, beaucoup se sont demandé pourquoi elle continuait à s'épuiser pour un homme pareil. Finalement, Éligia elle-même a commencé à se poser la question. Elle a remarqué que son mari ne montrait aucun intérêt pour sa grossesse. Il paraissait incapable d'être le bon père qu'elle avait espéré. Désormais, les deux époux s'éloignaient de plus en plus l'un de l'autre. Christian passait tout son temps libre avec ses amis. Tantôt il partait à la pêche, tantôt il jouait aux cartes, tantôt il allait simplement dans un bar pour boire. Éligia ne voulait courir derrière lui comme derrière un enfant. Son attention a été entièrement tournée vers son futur bébé. Tous ceux qui la connaissaient bien ont compris qu'elle aurait réellement pu s'épanouir bien davantage que de perdre son temps avec Christian. Pourtant, elle ne voulait que son enfant vienne au monde dans une famille brisée. Agathina et toute la famille Ardita ont été bouleversés de constater que le même comportement froid et étrange de Christian s'est poursuivi même après la mort de sa femme et de sa fille. Pour les proches d'Éligia, ce drame a été profondément traumatisant. Ses parents, en particulier, ont voulu obtenir justice et se rendaient chaque jour à la police pour demander des nouvelles de l'enquête. Chaque fois qu'ils ont croisé Christian, ils ont été frappés par son calme et son indifférence. Une pensée terrible les a hantés. Un homme qui aurait réellement aimé leur fille n'aurait jamais pu réagir ainsi après une telle tragédie. Il n'a pas fallu un mois pour qu'une autre femme apparaisse dans la maison de leur gendre. Cela a suscité encore plus de haine à son égard. Pourtant, Christian continuait à voir régulièrement les proches de sa défunte épouse. Ils ont même partagé des dîners ensemble. Après ces événements, on a commencé à l'installer à une table à part, et les relations sont devenues de plus en plus froides. Ensuite, une dernière tentative désespérée a été faite pour rétablir une certaine amitié. Mais Christian a offert un véritable spectacle. Le jour de l'anniversaire de son beau-père, il est arrivé avec un grand gâteau commandé spécialement. Son apparence, pour dire les choses doucement, a semblé étrange à tout le monde. Le gâteau avait été confectionné en forme de sexe masculin, avec l'inscription « Joyeux anniversaire ». Naturellement, cela n'a pas été perçu comme une blague réussie, mais plutôt comme une insulte. La famille Ardita souffrait encore énormément de la perte d'Éligia. Voir ce gâteau obscène accompagné du sourire de Christian a donné envie de le jeter plutôt que d'en rire. Peu après, les résultats de l'autopsie d'Éligia ont été communiqués. Il s'est avéré qu'elle était morte parce que son réflexe naturel de toux et de vomissement n'avait pas fonctionné. Selon le médecin légiste, cette défaillance était la conséquence d'un traumatisme crânien. De nombreux hématomes et un gros bleu ont été découverts à l'arrière de son crâne. Leur localisation montrait clairement que les secouristes, lors de leur tentative de réanimation, ne pouvaient pas avoir causé ces blessures. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était déplacer le corps d'une femme qui ne montrait déjà plus de signes de vie. Dès lors, une hypothèse est apparue. Éligia avait été battue avant sa mort, et ces violences avaient provoqué la défaillance de ses fonctions respiratoires. À cause du traumatisme crânien qu'elle avait subi, Éligia commençait à vomir et elle s'est étouffée avec ses propres rejets gastriques, puisqu'elle n'a pas pu déclencher le réflexe de toux. Les parents de la défunte ont immédiatement compris que le seul qui pouvait être impliqué était Christian. Le père d'Éligia est allé le voir sans attendre et il l'a accusé directement de meurtre. Mais son gendre a affirmé que la faute revenait soit à sa femme elle-même, soit au médecin. Il a nié avoir touché son épouse avant sa mort.
Le père n'a rien obtenu de cette confrontation, alors il s'est rendu au poste des carabiniers. Cette fois, les enquêteurs ont écouté le père de la victime et ils ont commencé à porter leur attention sur Christian. Après tout, il avait été le seul à se trouver avec elle avant l'arrivée des secours. Quand les carabiniers ont interrogé le veuf et qu'ils lui ont fait part de leurs soupçons, il a répété mot pour mot ce qu'il avait déjà dit au père d'Elijah. Il a continué d'affirmer qu'il n'avait aucune idée de l'origine des bleus sur la nuque de sa femme. Il a insisté sur le fait qu'il ne les avait pas provoqués et qu'il ne l'avait jamais frappée. Il est vrai qu'aucune plainte pour violence domestique n'avait jamais été enregistrée et personne n'avait jamais vu Elijah rouée de coups par son mari. Le 18 septembre 2015, 8 mois après la tragédie, les policiers sont arrivés chez Christian avec un mandat de perquisition. Les enquêteurs ont décidé d'inspecter la chambre afin d'y rechercher des traces de sang ou d'autres indices biologiques. Pour cela, ils ont utilisé du luminol. Très vite, ils ont découvert des marques et des projections, mais il ne s'agissait pas de sang, plutôt de vomissures. Certaines traces avaient semblé particulièrement étranges, comme si elles avaient éclaboussé la pièce. Cela a renforcé l'hypothèse d'une agression et d'un passage à tabac. Christian n'a rien reconnu et a demandé un avocat. L'homme a beaucoup parlé avec lui. Après avoir étudié le dossier, l'avocat lui a conseillé d'avouer et de tout raconter volontairement. Cela permettrait d'alléger la peine. Le frère de Christian lui a également beaucoup parlé. Il lui a apporté un soutien important et a appuyé le conseil de l'avocat. À tous deux, Christian a répété la même version. Il a affirmé qu'il n'avait aucune idée de l'origine des blessures crâniennes de son épouse, et il a insisté sur le fait qu'il n'était pas coupable. Cependant, les paroles de son avocat et de son frère ont fini par l'influencer fortement. À l'aube du 19 septembre 2015, Christian s'est rendu chez les carabiniers pour faire des aveux. Il a raconté que le 19 janvier, Elijah avait consulté un médecin et rendu visite à des proches, ce qui l'avait épuisé. Le soir venu, il l'avait observé profiter de toute cette agitation et attendre avec impatience la naissance du bébé. Lui, en revanche, n'a pas partagé ce désir, car il souffrait depuis longtemps du manque d'attention de son épouse. Pour se détendre, Christian a envisagé d'aller retrouver ses amis et de boire un verre dans un bar. Sa femme s'y est opposée, affirmant qu'elle pouvait commencer son travail d'accouchement à tout moment. Elle en était déjà à son 8e mois de grossesse et avait peur de rester seule. Elle avait besoin de soutien, mais Christian n'en a pas tenu compte. Il s'apprêtait à sortir et son comportement a provoqué une dispute. Elijah n'a pas pu se contenir et elle a dit tout ce qu'elle avait accumulé pendant leur relation. Elle a déclaré que son mari était un raté, qu'il ne trouverait jamais un vrai travail, qu'il ne pourrait jamais subvenir aux besoins de la famille et qu'elle gérait tout bien mieux que lui, malgré le fait qu'il soit un homme. Cette explosion de colère et ce flot de paroles blessantes l'ont profondément touchée. Le mari l'a alors poussée contre le mur. Elle s'est violemment cogné la tête. Elle est tombée au sol et elle a perdu connaissance. Mais Christian ne l'a pas remarqué. Il était encore en rage. Il s'est jeté sur elle, lui a couvert la bouche et le nez, bloquant ainsi ses voies respiratoires. Il a affirmé plus tard qu'il voulait seulement la faire taire et qu'il ne soupçonnait pas qu'après le choc contre le mur, sa femme ait commencé à vomir. Sa main plaquée sur son visage n'a pas permis à tout cela de ressortir. Selon le rapport du médecin légiste, le réflexe de toux de la femme n'a pas fonctionné. Elle s'est donc étouffée avec ses propres vomissures. Il a estimé que le dysfonctionnement était la conséquence du traumatisme crânien qu'elle avait subi. Christian s'est calmé et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a remarqué que, malgré la bouche et le nez couverts, sa femme n'avait même pas essayé de se débattre. Il a retiré sa main et il a vu qu'elle ne respirait plus. Il n'a pas immédiatement demandé de l'aide, pensant qu'elle faisait semblant. Au lieu de cela, Christian a commencé à effacer les traces de l'agression et il a enfilé à son épouse un pull à col roulé pour dissimuler les marques sur son cou. Il s'est dit qu'elle allait se rétablir, mais il a préféré se couvrir au cas où la police viendrait. Tout cela a pris beaucoup de temps, pendant lequel Elijah est restée inconsciente. Son mari n'a jamais essayé de lui porter secours. Selon ses propres paroles, il a appelé les urgences un peu moins d'1 heure après la dispute. Naturellement, durant ce laps de temps, son épouse et leur enfant à naître sont morts. Pendant cette confession volontaire, ainsi que lors des interrogatoires qui ont suivi, les carabiniers ont remarqué que Christian n'avait montré aucun signe de remords.
Il a raconté toute l'histoire sans enthousiasme, en répétant toujours les mêmes phrases, comme s'il les lisait sur une feuille. L'homme n'a exprimé ni culpabilité ni regret, même pas à propos de la mort de son bébé. Une seule question préoccupait Christian. Quelle peine l'attendait? D'après sa confession, son épouse était restée allongée au sol plus d'1 heure sans recevoir la moindre aide. Selon le rapport du médecin légiste, elle n'était pas morte du traumatisme crânien. Si une assistance avait été apportée immédiatement, au moins l'enfant aurait pu être sauvé. Au lieu d'appeler les urgences, Christian avait passé ce temps à effacer les traces de son agression. Après son aveu, il a été arrêté, ce qui a apporté un grand soulagement à la famille Ardita. Aucun d'entre eux n'a été surpris que cet homme soit impliqué dans la tragédie. Le procès a commencé en 2018. Entre-temps, Christian Leonardi a renoncé à son avocat et il s'en est choisi un nouveau. Après quelques semaines passées derrière les barreaux, il est revenu sur ses aveux et il a affirmé qu'en réalité, il n'avait pas tué Elijah et qu'il ne l'avait jamais frappé. Il a insisté sur le fait qu'il avait avoué uniquement parce que son précédent avocat l'avait poussé à endosser la responsabilité d'un crime qu'il n'avait pas commis. Cet avocat était persuadé que tous les soupçons de la police concernaient exclusivement Christian. L'ensemble avait été renforcé par des preuves, certes indirectes, mais accablantes. L'accusé, ne voulant pas que ses parents assistent à son arrestation et le voient emmener directement de chez lui, s'était rendu de lui-même au commissariat. Désormais, il a soutenu que sa confession avait été une grave erreur et qu'il voulait échapper à la peine liée à cet aveu puisqu'il se disait innocent. Le nouvel avocat de Christian a immédiatement souligné qu'environ une demi-heure avait été consacrée aux tentatives de réanimation dans l'appartement où l'on avait retrouvé la victime. Pourtant, les médecins qui avaient transporté Elijah au centre médical avaient affirmé qu'elle était morte dès le début. Alors, une question s'est posée. Pourquoi avait-on essayé de la réanimer aussi longtemps si c'était inutile? Autre point soulevé, comment des marques avaient-elles pu apparaître sur la poitrine de la femme, laissées par les tentatives de massage cardiaque? Si elle avait déjà été morte, ces traces n'auraient tout simplement pas pu se former. L'expertise a aussi remis en cause la conclusion selon laquelle le traumatisme crânien aurait pu provoquer les vomissements, car la blessure n'était pas jugée suffisamment grave ni dangereuse. L'avocat a également fait remarquer que le corps du bébé présentait des taches d'hypostase. Elle n'aurait pas pu apparaître si la petite était morte dans l'utérus de sa mère. Tous ces arguments ont fragilisé la version de l'accusation et semblaient confirmer que Christian ne pouvait pas être impliqué dans la mort de son épouse. Cependant, le parquet s'est lui aussi bien préparé. Il s'est appuyé sur les traces découvertes dans la chambre et sur le comportement étrange et provocateur du veuf. Les procureurs ont continué à défendre l'idée de sa culpabilité, malgré les efforts désespérés de la défense. Le juge a finalement donné raison à l'accusation. Christian Leonardi a été reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'homme, avec son avocat, a été mécontent de la décision du tribunal et il a essayé de la contester. Mais les juridictions suivantes ont confirmé le verdict. Après l'examen de l'affaire par la Cour d'appel et la Cour de cassation, Christian est resté en prison. Son avocat a déposé un nouveau recours presque immédiatement, mais sans succès. Pendant que le condamné attendait son examen, il a rédigé sa fameuse lettre à un journal local. Dans ce texte, il a affirmé qu'on ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer pleinement, ni de présenter sa version des faits. Il avait effectivement des arguments qu'il estimait capables de réfuter sa culpabilité. Christian a déclaré qu'il avait aimé Elijah et leur fille autant que tous les autres membres de la famille. Il a jugé injuste de devoir rester en prison pour un crime qu'il affirmait ne pas avoir commis. Le débat autour de ces morts tragiques n'a jamais cessé. Grâce aux arguments convaincants de la défense, Christian a gardé jusqu'à aujourd'hui certains partisans. Mais la famille Ardita, elle, n'y a jamais cru. Pour eux, le criminel a simplement reçu la peine qu'il méritait. Au bout du compte, derrière cette façade de normalité, c'est une tragédie familiale qui s'est jouée. Une femme, une vie à venir, brisée en une seule nuit. La vérité, longtemps cachée, a fini par émerger. Mais à quel prix? Les illusions se sont effondrées, laissant place à un vide irréparable. Cette affaire nous rappelle que le danger peut parfois se cacher là où l'on se sent le plus en sécurité, derrière les murs d'un foyer. Alors posez-vous la question.
Que peut bien dissimuler un visage apparemment ordinaire? Parfois, le véritable monstre se tient juste à côté. Si cette histoire vous a bouleversé et que vous voulez découvrir d'autres drames tout aussi mystérieux, alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette affaire.